Bonjour docteur. Bonjour. Je rappelle que vous êtes docteur Fodé Cissé. Yeah. Vous avez été, et c'était l'occasion de notre toute première rencontre, vous et moi. C'était à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Exact. Vous étiez entendu à l'époque pour des faits particuliers en tant que directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé à l'époque? Qu'est-ce que les procédures ont finalement donné? Vous doutiez bien qu'on ne passerait pas à côté de cette question. Il est chanceux, hein? Donc, merci beaucoup au GG et merci à tous ces animateurs brillants. Et vous me posez cette question, je m'y attendais. Mais moi, je vais répondre autrement. C'est juste dire que dans un État, un pays, un État de droit, lorsqu'une justice dit la vérité et dit le droit, je pense que ça rassure la population. D'accord. Et vous aussi de la presse, qui vous battez tous les jours, je suivais tout à l'heure mon cher qui défend ardemment cette jeune dame qui est en train de perdre ses yeux, et vous qui également vous défendez la vérité tous les jours. Vous faites des révélations, des personnes anonymes, des sans-voix, qui vous battez pour la justice, que la justice soit faite pour ceci. Je pense que vous aussi, vous êtes à féliciter, à vous remercier. Merci. Parce que vous contribuez au renforcement de la démocratie. Docteur, voilà moi la lecture que je fais de la situation. Ce qui est derrière, ce qui est passé, parce que vous avez tous suivi l'histoire. Et ça fait un procès public. Et le nom il a été tenu. Moi, je le prends en termes de leçon apprise. En fait, la leçon apprise, c'est que quand la justice dit le droit, ça rassure la population. D'accord. Alors, monsieur le directeur, vous également qui défendez la vérité, parce que j'étais là, je ne connaissais même pas certains. Vous aviez mené des enquêtes pour que la vérité soit établie. Vous aussi, vous êtes à féliciter. Parce que vous contribuez également au renforcement de la démocratie. C'est ma lecture, ma façon de comprendre. Oui. Et le peuple quand même vous suit, puisque moi je dis que vous êtes un miraculeux, parce que vous êtes allé loin. Et revenir, vous avez été limogé bien avant. Vous n'avez pas eu la même chance que Yaya Sow et les autres. Comment vous avez vécu cela, ce limogeage, avant qu'on attende que vous soyez blanchi, on aurait pu vous suspendre. Comment vous avez vécu cela? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, la somme incriminée, c'était 1 milliard, autour de 200 millions. Et des cas fictifs de 1778 personnes. Et on dit que vous avez sorti l'argent, vous l'avez envoyé à Zérecouré à votre famille. Dans votre communication, vous dites que c'est un complot contre ma personne parce que j'ai mis en avant des réformes. Il y a des cas de fictifs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, ces gens-là qui ont été, vous avez présenté comme en tout cas ceux qui voulaient votre tête, est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, vous dites certainement là où ils sont, ils se reconnaîtront et que la justice devrait s'intéresser à la Caisse nationale de prévoyance sociale, puisque vous dites que ce que vous avez découvert, ça se passait de tout commentaire. Monsieur Djiba, je pense que ce phénomène, je ne suis pas là tellement pour cela, mais ça m'attendait à cette question. Mais je veux qu'on le fasse en leçon apprise, en enseignement qu'on peut tirer. Honnêtement, moi je veux pas, je suis comme ça. Quand je vis une situation, ce qui m'importe là-dedans, c'est vraiment quelles sont les leçons que j'ai apprises. Parce que c'est ce qui peut permettre aux autres, quand on enseigne ces leçons, ça peut nous permettre vraiment d'avancer notre pays. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important, en leçon apprise, parce que ça échappe à nos Guinéens. On passe tous les jours à faire des recommandations, à faire des suggestions. Mais moi, j'aime qu'on s'exprime en leçon apprise. Lorsqu'on apprend, on tire les leçons, on tire les enseignements, c'est ce qui permet au prochain, quand les mêmes choses vont se répéter, qu'on ne répète pas les mêmes choses. D'accord, vous avez dit s'il vous plaît, en leçon apprise, regardez, c'est très important ce que vous avez pris, parce que je suis là pour mon mouvement, pour qu'on aille de même. Je suis pas en train de regarder. Oui, est-ce que les autres attendez, cadres, monsieur, s'il vous plaît, j'ai compris tout ça. Les autres cadres, s'il vous plaît, est-ce que les autres permettez-moi, monsieur Djiba, laissez-moi, monsieur Tamba. Moi, je fais la police de la parole. Allez-y ici. alors. Voilà, donc je voulais quand même vous interpeller sur un fait. Quelqu'un qui était il y a 2 jours encore devant la justice pour faire présumer de malversation vient créer un mouvement et il dit: je voudrais qu'on ait de nouveaux Guinéens
des Guinéens qui soient plus civiques, plus patriotiques. Légitimement, les Guinéens vont se demander, nos auditeurs se demandent, au nom de quoi suivrions-nous quelqu'un comme ça? C'est le sens des questions que Guiba est en train de poser, que nous posons. Et je pense qu'il faut aller au-delà des leçons. C'est à votre avantage. Justement, il faut aller au-delà des leçons et apporter des clarifications sur ces faits. Vous savez, je veux pas. Il faudrait que, quand je dis bien en termes de leçons apprises, c'est peut-être que dans la même direction aussi que Djiba, ça répond à la même chose. Parce que accuser ne veut pas dire qu'on est coupable. C'est très important. C'est très très important. Parce que quand on observe aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se disent sur la justice. Vous comprenez un peu? C'est qu'en leçon apprise, si on a le courage, on fait confiance à sa justice et on a le courage de l'affronter et que cette justice établit la vérité et dit le droit, ça rassure la population. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre environnement aujourd'hui, sociopolitique. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Et il y a même des blocages du fonctionnement de l'État qui y sont liés. En effet. Cette leçon-là, ça doit servir. Ça ne veut pas dire, quand on dit, Mafoudia, vous êtes accusé, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Mais ce qu'on veut comprendre ce matin, monsieur... Donc, premier enseignement, c'est ça. Premier enseignement, deuxième enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que, et quand on a confiance en sa justice, quand on ne se reproche de rien et qu'on soit accusé, je pense qu'on peut prendre le courage, affronter la justice. Ça veut dire que notre justice est fiable, c'est ce que vous voulez dire ce matin? Pour moi, honnêtement, ce que j'ai vécu. D'accord. Ce que moi j'ai vécu, parce que je ne connais... Mais au sortir de tout... Monsieur Cissé, je pense qu'il y a la même question qu'on pose là depuis quelques minutes. Ce qu'on veut savoir, vous avez parlé de complot. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vous a blanchi, mais comment est-ce que vous expliquez ce qui vous est arrivé? Comment est-ce que j'explique cela? Je ne sais pas, franchement. Hein, et... Vous savez, ce qui est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. Pourquoi c'est vous qui avez été ciblé par cette nébuleuse? S'il vous plaît. Ce qui est arrivé, ça fait parcours de... Pour moi, hein, ma façon de lire les choses, hein, ça fait partie du parcours d'un citoyen qui gère des choses publiques. Parce qu'il faut qu'on le mette sous cet angle-là. Ça veut dire que quand tu gères des choses publiques, à un moment donné, on t'interpelle pour rendre compte, il faut prendre le courage d'y aller. C'est extrêmement important. Il faut prendre le courage. C'est pourquoi moi, quand j'ai rencontré mes amis, quand ils sont venus me voir à autre chose, moi j'ai dit, je ne le mets pas au compte... parce que beaucoup de personnes, certains peuvent interpréter comme ils veulent. On va dire, non, c'est un complot contre moi, ça peut se faire comme ça, ça peut se faire comme ça. Mais dès lors qu'on dit que tu es accusé, pour moi, aucun être humain qui gère les choses publiques, personne n'est au-dessus de la loi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous dites pas, on m'a quand même fait du tort parce que j'étais en train de gérer, j'étais en train de... une dynamique avec une dynamique. Est-ce que vous ne vous dites pas qu'on vous a quand même fait du tort? En tant que croyant, je mets ça au compte de mon destin. Mais j'ai dit une chose à ma sortie, et ça c'était là-bas, j'ai dit, le processus que j'ai enclenché là-bas, en termes de réforme, il est irréversible. Quoi que vous fassiez, c'est irréversible. Parce que c'était un endroit qui n'était pas assez connu. On a engagé certaines choses, il y a eu trop de bruit autour de ces processus. J'ai dit, je l'ai fait dans l'intérêt général. Je savais, s'il vous plaît, on a pris des risques pour le faire. C'est des risques énormes pour le faire. Mais je suis sûr et certain, c'est des processus qui sont irréversibles. D'accord. Quelle que soit la personne qui va venir, peut-être tu vas dire... Ça s'imposera à elle. Ça s'imposera à elle-même. Vous dites des risques, on sait que c'est vous payez y a les pensions des civils, mais aussi, ça va être la dernière. Mais aussi des militaires. Allez-y, Guiba. C'est pas que ce sujet éclipse. Non, on va avancer. C'est un peu l'objet de ma allez-y. Vous savez pourquoi non, pose la question, mon cher. Alors, vous payez des pensions civiles, mais aussi militaires. On sait que la biométrisation, ça a eu des avantages puisque vous voulez maîtriser l'effectif parce qu'il y avait des cadres fictifs. Ça, c'est une réalité. On a fait l'enquête et notamment le cas de Matam, qui est une illustration parmi tant. Et cette réforme-là, vous dites qu'elle est irréversible.
Est-ce que vous, à votre avis aujourd'hui, vous quittez cette dynamique de biométrisation? Vous pensez que ça continue? Est-ce qu'on n'a pas commencé encore à payer les choses, c'est-à-dire à la tête des personnes qui viennent ramasser l'argent au nom de plusieurs personnes qu'on ne peut pas distinguer? Honnêtement, actuellement, je suis très distant de là-bas. Parfait. Je ne sais pas ce qui se passe. D'accord. On va donc aller Tamba, permets que je pose cette dernière question. C'est pas pour le dossier, mais je veux connaître l'après. Parce que j'en parlais avec Jacques Anoff en disant il a quand même été blanchi. C'est un fonctionnaire qui travaillait, qui a été enlevé parce qu'on l'accusait. Il a été blanchi. Après, est-ce que vous avez trouvé immédiatement un travail? Parce que moi, je lui disais, si tel n'était pas le cas, est-ce qu'il pourrait, dans ce cas, parler d'indemnisation le temps qu'il trouvait d'autres sources de revenus? Comment est-ce que vous vivez l'après ce procès? Je le vis bien. J'ai ma petite famille. J'ai mon salaire de fonctionnaire. Parce que je suis médecin, hein, je suis fonctionnaire au ministère de la Santé. Je continue à toucher mon salaire. J'ai mon petit cabinet, comme tout bon Guinéen, j'ai mon petit cabinet de consultation. Je fais je suis consultant. Je l'ai fait au niveau national comme à l'international. Alors je lis. Donc vous ne demanderez pas de réparation. Hein? Vous n'exigerez pas de réparation. Parce que votre image, à un certain moment, avait quand même tourné. Ça fait pas partie. D'accord. Je suis pas de ce genre. Bien, on en vient à ce mouvement. Je n'aime pas m'apitoyer sur mon sort. D'accord, docteur, on en vient. Dynamique. Alors, en marche pour la paix et le progrès, c'est le mouvement politique que vous lancez. D'abord, pourquoi le choix immédiatement de vous lancer en politique? Est-ce que c'est quelque chose que vous nourrissiez déjà bien avant l'avènement du CNRD, ou alors tout est parti de cette histoire-là? Et merci d'abord de l'occasion que vous m'offrez d'être sur votre plateau ce matin, parce que je ne savais pas qu'on allait m'attaquer directement en commençant par cette question. Et en fait, vous savez, quand il y a des choses qui vous arrivent, à un moment donné, vous êtes, quand des phénomènes comme ça vous arrivent, vous êtes seul. Vous êtes seul. Vous êtes seul, j'ai dit bien seul. Je suis resté chez moi en méditation pendant les 3 mois du procès. Je réfléchissais sur mon pays. Un cadre comme moi, je m'engage, je veux faire bien, et finalement, c'est moi qui suis dans la merde. Celui qui veut faire bien. Alors tout ça m'a amené à dire quoi? J'ai fait des réflexions. Qu'est-ce qu'il faut pour ce pays-là aujourd'hui pour qu'on bouge? Ça m'a amené plein de réflexions. J'ai associé d'autres amis qui avaient le courage de venir me voir à la maison. Oui, le courage. Hein. Je dis bien, hein? C'est vrai. Avec d'autres amis qui avaient le courage de venir me voir à la maison. On en a discuté. Finalement, on a réfléchi. On a passé en revue, depuis 1958 jusqu'à maintenant, comment notre pays marche. Comment les choses sont structurées. Comment les régimes sont interrompus. Comment les transitions arrivent. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on quitte dans ça? Alors, c'est ce qui nous a amené à réfléchir, à penser, à dire, bon, écoute, si tu voyez que tout ça, ça se passe, c'est que personne ne pense à l'intérêt général. L'intérêt général. Quels sont aujourd'hui des femmes et des hommes qui pensent à l'intérêt général du pays? Le réflexe partisan a pris le dessus sur le respect de l'intérêt général. Et quand on écoute les Guinéens, partout où on passe aujourd'hui, on écoute un Guinéen ou une Guinéenne. Chacun veut qu'on s'entende. Chacun veut qu'on bouge. Chacun veut que notre pays avance. Ou plutôt chacun dit. Chacun dit le vouloir. De l'hypocrisie. Mais, qu'est-ce qui se passe? Nos divisions sociales, nos divisions politiques empêchent la réalisation de ces rêves. C'est ce que nous avons appelé le mal guinéen. Le mal d'un pays où la défense de l'intérêt général a cédé la place à l'intérêt partisan. D'accord. Égoïste. D'où il faut engager une dynamique dans le pays qui va essayer d'aller vers des hommes et des femmes qui restent encore dans notre société, qui se battent pour l'intérêt général.
D'accord. Il y a ces valeurs-là qui existent encore. Alors, rassembler des hommes et des femmes autour des valeurs. Donc, votre stratégie, c'est de cibler, des gens qui partagent ce type de valeurs. Ce type de valeurs. D'accord. Des valeurs qui sont au service de l'intérêt général. Et ces hommes et ces femmes existent encore dans notre société. Si nous parvenons à les identifier, parce qu'ils existent, à les identifier, à les rassembler dans un cadre bien défini, je pense qu'on peut essayer de trouver... Vous les identifiez comment? Parce que les autres, quand ça commence... Permettez-moi, s'il vous plaît. Oui, pour que vous avanciez, il faut qu'on vous pose des questions. Donc, les autres, pour les identifier, c'est simple, hein, ils vont vers la famille, ils vont à la communauté. Yo, tu viens de mon village, j'ai créé un parti, venez, on va avancer. Vous faites comment pour réunir ce monde spécifique qui n'est pas plutôt bon marché en Guinée, hein? Tout à fait. Ces hommes et ces femmes, ces citoyens de bonne volonté qui agissent tous les jours au service de l'intérêt général, ils sont dans tous les secteurs, M. Tamba. Ils sont dans tous les secteurs. Si je prends votre secteur... Vous les identifiez comment? S'il vous plaît. Si vous prenez votre secteur, le secteur de la santé, le secteur du journalisme, des médias, vous vous battez tous les jours. Il y a des hommes et des femmes qui se battent tous les jours pour que les gens aient accès aux informations, des fois au prix de leur vie. Pour nous, on les considère comme les énergies positives. Ces types d'hommes-là qui se battent pour que la réalité guinéenne soit donnée ou soit mise à la disposition des citoyens. Vous n'êtes pas partisans. Vous dites ce qui est bon pour la Guinée ou ce qui s'est passé en Guinée. Nous, on les appelle les énergies positives. Comment les identifier? C'est d'aller vers eux. Il faut créer d'abord le cadre. Vous créez le cadre. Vous partez vers eux pour qu'ils sentent que voilà la structure. Parce que ces hommes et ces femmes aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans la façon dont les choses se passent. Et vous leur dites quoi? Parce que le message importe. Moi, j'ai beaucoup entendu de leaders avec de très très bonnes formules. Vous allez dire quoi à nous, à ces gens-là, pour qu'ils vous entendent, qu'ils acceptent de vous entendre, qu'ils vous perçoivent différemment et qu'en conséquence, ils acceptent de suivre la tendance. Je vais vous donner un exemple. Vous partez dans une préfecture. Oui, vous allez dans une commune. Une commune, peu importe qu'elle soit rurale ou urbaine. Il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui se battent. Ils sont dans les milieux associatifs. Ils sont dans l'association des jeunes qui se battent pour l'autonomisation des jeunes. L'association des femmes qui se battent pour l'autonomisation des femmes. L'association des parents d'élèves qui se battent pour que l'école avance. Dites à ces associations, écoutez, vous êtes les hommes et ces femmes qui sont sur le terrain, que vous battez pour que cette localité marche. Organisez-vous. Nous sommes prêts à vous accompagner. Pour que parmi vous, vous puissiez contrôler le levier du pouvoir. Le levier du pouvoir, c'est quoi? Être maire. Maire de la localité. Vous comprenez un peu? Si vous venez vers la localité... Le mouvement, il est politique ou il est citoyen? C'est pourquoi j'ai dit, nous voulons faire la politique autrement. C'est très important. Parce que la politique politicienne, on ne veut pas. C'est que chaque secteur, aujourd'hui, M. Tamba, vous ne trouverez pas aujourd'hui aussi d'impact où on parle de l'éducation. Les débats sont sur des détails. Donc c'est moins l'identité du parti ou du mouvement que vous allez vendre, et c'est les valeurs qui vont unir les gens. Oui, c'est les valeurs qui doivent unir les gens. Les valeurs qui sont au service de l'intérêt public. Indépendamment du fait que les gens puissent émarger pour votre mouvement, c'est ça? Bien sûr. Alors comment convaincre un grand nombre de Guinéens à rallier votre mouvement dans un pays justement où la recherche des valeurs ne prime pas, n'est pas la priorité, où tout est d'abord focus sur l'ethnie et les intérêts économiques et partisans immédiats? Comment amener les gens à changer de paradigme, à changer de regard? Vous savez, ce n'est pas un projet, nous sommes convaincus que ce n'est pas mince, mais il faut commencer quelque part. Parce que cette négativité-là est en train de gagner sur le terrain partout. On dit, oh, la Guinée est un pays d'impossible. La Guinée est un pays de rendez-vous manqués, ainsi de suite. Mais il faut commencer quelque part. Il faut donner la chance. Nous croyons, on est optimistes. C'est pourquoi on a commencé. Ces hommes et ces femmes, même si elles sont rares, mais elles existent. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un se bat pour l'école, il construit des écoles.
il ne construit pas l'école pour une femme, pour un ethnie, pour un tel. Cette personne-là est une énergie positive. Il suffit seulement d'aller vers lui et l'encadrer, il va essayer de se retrouver dans le truc. D'accord. Deuxièmement, s'il vous plaît, il y a des hommes et ces femmes aujourd'hui qui construisent des écoles, des centres de santé, qui, au service de leur population. Ils ne sont pas partisans. Il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui se battent pour la culture, pour que la culture guinéenne rayonne. Ils ne sont pas partisans. C'est un mouvement de force vive. Pas force vive, mais c'est de faire la politique. Mais parce que c'est nous que vous voulons définissez rassembler les énergies positives pour leur dire que si nous sommes ensemble, nous parlons de culture pour faire avancer la Guinée. Si nous sommes ensemble, ne parlons que de l'éducation pour faire avancer la Guinée. Pas la politique politicienne. La politique des valeurs qui rassemblent. D'accord. Vous voulez, un citoyen nouveau, vous voulez aller vers ces personnes pour pouvoir porter un projet, un idéal commun en vue d'aller vers quelque chose. C'est ça, en fait, je comprends dans votre... Ouais. Voilà. Alors, j'ai vu une autre proposition que vous avez eu à faire, qui peut être quand même politique, c'est par rapport à la Constitution. Vous dites qu'il faut changer de paradigme, de changer de type de régime politique. Bien sûr. Pour vous, on est dans un régime présidentiel à l'image des États-Unis, de la France, sauf que nous, c'est devenu présidentialiste. C'est l'hyperprésidence, il y a la concentration de l'essentiel des pouvoirs, c'est dans les mains d'une seule personne. Monarchiste même. Monarchiste. Donc vous dites de casser cela. Et qu'est-ce que vous proposez, en clair? Et nous, notre combat au sein de notre mouvement, c'est de... Quel que soit le type de régime qu'on va proposer, qu'il soit présidentiel, semi-présidentiel, parlementaire, mais faisons en sorte qu'il y ait l'équilibre de pouvoir. Vous savez, la séparation est consacrée. Il n'y a pas de problème. Mais l'équilibre, c'est l'équilibre que nous cherchons, qu'il faut évaluer. Et cet équilibre-là ne peut être obtenu sans une justice indépendante. Parce que dans le modèle dont on parlait, vous évoquiez là, le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme les présidents des cours et tribunaux. Il nomme les magistrats. Où se trouve l'indépendance de la justice? C'est le gros point d'interrogation. Quel que soit le type qu'on va nous présenter aujourd'hui, si la justice n'est pas indépendante, qui doit être l'arbitre en cas de conflit entre le législatif et l'exécutif, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Alors voilà notre position. Nous nous battons pour une indépendance de la justice. D'accord. Quel que soit le type maintenant qu'on va proposer. Alors, pour avoir écouté beaucoup de politiques dans ce studio qui avaient justement, chacun avait une nouvelle chose à apporter, se disant que la manière dont les choses sont en train d'être faites, ce n'est pas la bonne manière et qu'il fallait ce plus. Il y a beaucoup qui ont vendu ce plus. Mais après, on se retrouve quand même dans un pays où il y a plusieurs catégories. Des gens qui accompagnent juste parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner un peu de sous. D'autres qui se disent, c'est pas mon problème, c'est des parleurs, moi je m'occupe de ma vie. Je voulais savoir, est-ce que vous qui êtes resté très administratif, vous avez une idée de là où vous mettez les pieds? Ce serait quoi aujourd'hui, au bout de quelques années, quelques mois, lorsque vous sentez que ce que vous cherchez là, vous ne le trouvez pas d'abord? Peut-être que c'est mal connaître la personne. Je suis quelqu'un de très... Je m'engage difficilement, mais quand je le fais, je vais jusqu'au bout. J'ai bien réfléchi avant de me mettre dans ce truc. J'ai 15 ans d'expérience au niveau administratif. C'est vrai, c'était un peu entrecoupé parce que deux fois j'étais là ou j'étais à l'international. Et je sais où on veut aller. Je ne suis pas seul dans cette remorque-là. Nous savons où nous voulons aller, on a bien réfléchi et on sait également où on doit mettre notre pied. Nous sommes convaincus que ce n'est pas facile, mais nous sommes convaincus aussi que ce n'est pas impossible. Alors, c'est quoi l'organisation? Parce que le premier péché au niveau de beaucoup de formations politiques, c'est cela. L'organisation, on a une personne pour qui... Personnalisation. La personnalisation. Comment est-ce que vous êtes structuré, la participation, la contribution, la place des uns et des autres? Comment ça se passe au sein de nous avons, au sein de notre plateforme, nous avons ce qu'on appelle un comité permanent. C'est le comité permanent qui est l'organe réellement de direction, qui manage tout, qui dirige tout. Et dans ce comité permanent, toutes les associations qui viennent, parce que ce sont des collectifs, des associations qui sont sur le terrain en train d'agir, qui viennent, les présidents sont... les différents présidents de ces associations-là sont membres automatiques de nos comités permanents. Et quand elles sont en train de mener des activités sur le terrain, nous les accompagnons.
Alors, il y a une association qui vient, qui est dans l'environnement. Vous les accompagnez comment? Quand nous accompagner, ça veut dire qu'en termes d'encadrement, quand ils sont en train de mener des actions citoyennes sur le terrain, pour la défense de l'environnement, pour la protection des enfants dans tel cadre, si nous sommes au courant de qu'ils veulent mener cette activité, on peut les accompagner. L'accompagnement ne veut pas dire seulement... On peut accompagner quelqu'un qui peut être technique, voilà, ça peut être financier, ça peut être des idées, comment faire pour réussir, comment mettre des compétences, des personnes, des ressources à leur disposition. Parce que si c'est pour donner l'argent, vous aurez beaucoup d'associations. Non, tout l'accompagnement. Vous savez, la plupart de ces associations vivent de quoi? Ils vivent de dons et legs. C'est parce que l'État a échoué de faire ces trucs-là que c'est l'échec de l'État qui à ne pas couvrir ces besoins-là, que des personnes de bonne volonté se lèvent pour aller dire non, on ne va pas laisser tout. C'est pourquoi on veut les amener et qui se battent pour couvrir ces besoins non couverts là par l'État, pour leur dire battez-vous. Là où les hommes qui refusent de faire ça, vous pouvez occuper leur place pour que les choses là soient bien. Alors docteur, j'ai quand même deux observations. J'ai l'impression que ce mouvement, il existait déjà, en tout cas quelque part dans votre réflexion, et que cette situation n'a fait que favoriser sa naissance, parce que je trouve le temps entre le moment où vous êtes inquiété par la justice et que vous êtes blanchi, entre ce moment et la date de lancement officiel du mouvement, je trouve ça trop bref pour avoir construit à la fois l'idée, les ambitions, les structures autour et même la stratégie. C'est pourquoi je dis, j'ai l'impression que c'était déjà conçu et déposé quelque part au frigo avant. Deuxième observation, aller vers les énergies positives, cibler les énergies positives. Est-ce qu'il n'y a pas un souci dedans? Je perçois plus un leadership d'exploitation de ce qui est positif, donc des potentiels existants, plutôt qu'un leadership de transformation qui aurait pour ambition d'aller vers les énergies négatives et en faire des énergies positives pour le bien de la Guinée. Non, nous ne sommes pas en train d'analyser comme ça. Monsieur Tamba, le projet n'était pas quelque part dans ma tête. Le projet, c'est une réalité et beaucoup ne le disent pas. Je rappelle au passage que je suis spécialiste en politique et management. D'accord. Vous savez, lorsque le modèle néolibéral est structuré autour de trois composantes dans le fonctionnement d'un État et d'un pays. Il y a l'État, il y a le marché et il y a la société civile. C'est ça le modèle néolibéral. L'État définit les cadres et les lois et on laisse le marché qui est adossé aux banques pour faire des prestations. Et lorsqu'il y a échec sur les deux lignes entre l'État et le marché, ça reste bien sûr des besoins non couverts. Cet échec-là, la société civile prend ça en compte. Mais aujourd'hui, ce modèle néolibéral qu'on appelle le New Public Management, aujourd'hui a connu des limites. Oui. À ses limites. Oui. Même l'Europe, c'est que les Européens, c'est un petit groupe qui contrôle. Alors les crises financières, les défis mondiaux aujourd'hui, défis climatiques, défis énergétiques, ont bouleversé complètement ce modèle-là. Et il l'a planté. Et l'un des pays qui ont... vous savez, en fait, ça ne répond pas à ma question. Non, je termine. Ma question, est-ce que votre stratégie n'est pas discriminante d'un groupe de la société? Non, elle n'est pas discriminante. D'accord. S'il vous plaît, elle n'est pas discriminante. Elle n'est pas discriminante. Alors, ce modèle, quand vous prenez aujourd'hui la France, vous avez connu le modèle la France. Qu'est-ce qui a favorisé les choses Macron est venu, il a marché sur les politiques. C'est à partir de cela. Parce que les mouvements citoyens sont en train de prendre le pouvoir au monde. Parce que les politiques et le marché sont bloqués. C'est un fait. Ça, c'est un. Je termine rapidement. Le temps est fini. Le temps est fini. Il y a deux types de transformations. Je voudrais donc vous inviter. S'il vous plaît. Je voudrais donc vous inviter à lancer votre dernier mot. Oui, je peux justement, terminer. Voilà, parce que je peux terminer. Il y a deux types de transformations. On peut faire de la transformation de la haut en bas. Ce qu'on appelle le top-down. D'accord. On peut faire aussi de la transformation de la base au sommet. D'accord. C'est le modèle top-down là aujourd'hui de la haut en bas qui a trouvé un coup aussi. Parce que les politiques pensent que restant au haut, ils peuvent trouver la solution au problème. Votez pour moi, je peux faire ça. D'accord. Votez pour moi. Nous voulons faire au contraire de la transformation de la base vers le sommet. Et c'est pas nouveau. Absolument. C'est des choses qui existent. En effet. Monsieur, j'allais dire, docteur Fodé Cissé, c'est quand même un plaisir de vous écouter.
Je vous savais assez calme, mais je ne savais pas ce côté-là. C'est assez intéressant. On peut faire exceptionnellement un oui ou non? Non, on n'a plus le temps, malheureusement. On est à plus de 51 déjà. Mais c'est votre maison. Passez quand vous voulez. Ça fait plaisir. On a quand même été heureux de vous avoir. Merci à vous qui nous avez suivis depuis ce matin. Et on vous dit continuez avec nous. Demain, ce sera Djadia que vous retrouverez ici. Un ministre en vue, s'il ne décommande pas, encore une fois, le ministre de l'Agriculture est notre invité demain, justement. Avec lui, nous aborderons la question de l'agriculture, de l'élevage et tout ce que vous savez à 360 degrés. Un vent qui attend de s'arrêter. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres et on se dit à demain dès 9h.